Bienvenue à tous dans l'édition hebdomadaire du Sud Mag. Ce vendredi 3 mai, nous vous présentons un programme captivant pour ce 12e numéro. Explorez avec nous l'importance cruciale de la mangrove pour notre pays. Partez à la découverte du mystérieux grand bâtiment qui trône à l'entrée de notre ville. Plongez au cœur de la polémique sur les requins en Nouvelle-Calédonie et découvrez l'étonnante espèce rare du palmier chou. Restez avec nous pour ne rien manquer de nos rubriques incontournables. À tout de suite. La mangrove est un écosystème capital pour le pays, mais fortement menacé. En province sud, elles sont considérées comme des écosystèmes d'intérêt patrimonial et sont protégées par le Code de l'environnement. Cette semaine a eu lieu la signature de la convention cadre des partenariats avec les communes de Nouméa, Mont-d'Or et d'Umbéa, ainsi que l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Préserver les mangroves, c'est l'objectif de cette convention signée mardi 30 avril à la Maison de la Biodiversité. La province sud, aux côtés des communes du Grand Nouméa et de l'UNC, s'unissent pour créer un comité de pilotage. Longtemps mal considérées, grignotées voire détruites pour laisser la place aux constructions et à l'urbanisation, les mangroves de Nouméa ont eu la vie dure. Aujourd'hui, ce plan d'action mangrove, qui a débuté en novembre 2022, donne naissance à une convention cadre qui prévoit de réaliser des diagnostics socio-environnementaux et de développer des connaissances scientifiques pour un meilleur suivi de leur état et des services écosystémiques. Ce sont des projets qui nécessitent des financements et ça va permettre d'officialiser ces projets et d'être plus à l'aise pour aller voir les partenaires financiers comme l'OFB, l'AFD avec le programme Kiwa, les fonds internationaux. Mais de façon générale, ça va permettre aussi de partager les expériences. Ça permettra à l'université que les travaux scientifiques puissent être diffusés auprès des collectivités, auprès de nos services, auprès des associations. Et donc d'avoir des actions plus pertinentes, plus ciblées, plus efficaces en regardant ce qui a marché et pouvoir le répliquer un peu partout. En tout cas, ce matin, c'était un moment important parce que toute la communauté, des acteurs, des gens intéressés par le sujet mangrove étaient là. Un vrai plaisir de voir qu'on va tous travailler ensemble et je crois qu'on sort de cette signature avec enthousiasme et une envie de faire beaucoup ensemble. Pose de capteurs, cartographie précise, chaque mangrove sera étudiée à la loupe. L'ensemble des données permettra de mieux connaître les pressions exercées sur cet écosystème au fil du temps. Des travaux de déblaiement ont déjà commencé pour supprimer les digues de radio-état, comme ici dans la mangrove de Ouémo. La suppression de ces ouvrages modifiera l'écoulement des eaux et permettra de retrouver un état plus originel et plus résilient. À terme, 5000 m² de mangroves seront réhabilités et revégétalisés. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours. Le premier, c'est celui de Ouémo et Ilosong, où en fait on avait des digues de radio-état qui empêchent la libre circulation de l'hydrodynamisme de la marée à chaque cycle de marée. En enlevant ces digues, eh bien, on va réhabiliter une certaine surface de mangrove et on va améliorer l'état des mangroves les plus littorales. Mais pour arriver à ça, il a fallu d'abord avoir l'accord de la ville de Nouméa, puisqu'on est sur son espace. Elle s'est impliquée fortement et en régie, elle a aidé à défricher, voire même à déblayer d'autres digues. On décline ça également sur Rivière-Salée, avec plus d'enjeux, avec plus de diagnostics parce que c'est compliqué, il y a plus d'acteurs, il y a plus de pression. Donc ça va prendre plus de temps pour comprendre un petit peu et donner des solutions. Et il va falloir qu'elles soient partagées avec un grand nombre d'acteurs. On a aussi un projet qui est sur Sainte-Marie, mais qui est là également en début de construction. Et là, eh bien pareil, on a pensé globalement à préserver ces mangroves littorales ou ces mangroves de baie. Et au fur et à mesure, on fait des cartographies d'acteurs pour travailler à une plus petite échelle locale avec l'ensemble de ces acteurs, cautionnés par la province parce qu'on reste sur du domaine public maritime et un écosystème qui est protégé par le Code de l'environnement. Cette convention a pour objectif de réduire les pressions anthropiques impactant les mangroves. Elle permettra également de sensibiliser le public sur l'importance de cet écosystème et de partager des informations sur leur rôle, leur gestion et les réglementations. Enfin, les études menées permettront d'anticiper les effets du changement climatique sur les mangroves. À savoir que la superficie couverte par les mangroves est particulièrement étendue, plus de 35 000 hectares sur près de 80% du littoral occidental et 14% du littoral oriental. Ce qui a fait l'actu, maintenant, c'est l'hommage à l'ensemble des victimes et des héros de la déportation de la Seconde Guerre mondiale, organisé sur la place Bir Hakeim. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires et civiles,
Pour rappel, plus de 150 000 personnes ont été déportées de France dans les camps de concentration ou d'extermination nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour son 40e anniversaire, la fête de Doumbéa au Parc Fayard a vibré au rythme d'une grande fête foraine. La préparation de la fameuse omelette géante a nécessité pas moins de 8000 œufs et environ 3500 parts qui ont été offertes au public. Entre 15 000 et 20 000 personnes se sont déplacées sur ces 2 jours. Un programme riche également au Parc de la Rivière Bleue, à la fois culturel, sportif et ludique, une journée familiale et l'occasion de fêter les 10 ans d'inscription à Ramsar et de rappeler que les lacs du Grand Sud constituent un patrimoine exceptionnel. C'est le plus grand réservoir d'eau douce de la Nouvelle-Calédonie, c'est pourquoi la préservation de ce joyau naturel demeure une priorité. Bus Box. C'est un des projets financés par le budget participatif de Mon Idée pour ma province. 6,5 millions ont été versés à l'association AS 6e kilomètre pour acquérir un bus, récupérer les enfants à la sortie de l'école, les déposer dans les salles de boxe et créer un pôle espoir. Budget participatif encore, mais cette fois-ci avec l'association Action Jeunes, qui accompagne les jeunes de 16 à 26 ans des Tours de Magenta. Elle les conduit vers différentes structures telles que le RSMA, le JEP, la DAENC, etc. Le financement d'un véhicule pour transporter les jeunes a été demandé pour 1 560 000 francs. Vêtus des couleurs du coquelicot rouge, les élèves et enseignants de l'école bilingue Michel Amiot ont rendu hommage aux soldats de l'ANZAC, qui signifie l'Australian and New Zealand Army Corps. Afin de partager ce devoir de mémoire et honorer ces personnes qui se sont battues, c'est un chant et un poème que les enfants ont proposé. On en apprend davantage et de manière beaucoup plus ludique dans Culture C. L'ANZAC Day, c'est quoi? L'ANZAC, acronyme de Australian and New Zealand Army Corps, corps d'armée australien et néo-zélandais, désigne les troupes originaires d'Océanie ayant combattu durant la Première Guerre mondiale à Gallipoli, sur le littoral de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Tous les 25 avril, l'Australie et la Nouvelle-Zélande célèbrent le sacrifice de l'ensemble de leurs soldats tombés au combat depuis la Première Guerre mondiale. Bah dis donc, c'est pas joyeux le thème de cette semaine. Attends, mais le 25 avril, c'est passé. Pourquoi t'en as pas parlé la semaine dernière? J'ai dû faire un choix entre la fête de l'omelette géante et ANZAC. J'ai fait un pile ou face et voilà. Je peux reprendre? Oui, c'est... Merci. Le 25 avril 1915, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, les forces de l'ANZAC débarquent à Gallipoli. Ce débarquement en pleine bataille des Dardanelles est la première opération à laquelle les 2 territoires britanniques participent dans le conflit. Au total, les Dardanelles coûteront 11 500 vies et feront près de 25 000 blessés chez les forces du Pacifique. Pouah, c'est beaucoup quand même. Un an plus tard, en 1916, le premier ANZAC Day est célébré chez nos voisins, en mémoire des hommes perdus. Cette première commémoration sera aussi la concrétisation du sentiment d'identité nationale né dans les 2 pays après cette bataille. Relayée en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années, la commémoration de l'ANZAC Day se veut pour les représentants australiens et néo-zélandais l'occasion de se souvenir des efforts conjoints des troupes australiennes, néo-zélandaises et françaises pour protéger la liberté dans le Pacifique et ailleurs. Et ça se passe comment la cérémonie? La principale cérémonie, appelée Dawn Service, service de l'aube, se tient au lever du jour pour rendre hommage aux soldats qui s'étaient élancés à 6h du matin pour s'emparer de la péninsule de Gallipoli en 1915. Il est aussi de tradition de porter des coquelicots rouges lors de cette cérémonie, car ce fut la première fleur à repousser sur les tombes des soldats morts sur les champs de bataille dans le nord de la France. Ah, mais c'est pour ça que ça me dit quelque chose, ANZAC. C'est marqué sur le machin, le panneau, la route, quand je monte voir mon cousin et Sadiou. C'est bien ça. L'ANZAC Day est commémoré à 3 endroits. À Nouméa, au Mont-Coffin, à Bourail, au cimetière néo-zélandais de Nessadiou et à Point-Bout, dans la plaine des Gaillacs. Peu importe où se déroulent les commémorations, une seule chose compte, l'unité et le respect partagé entre les Australiens, les Néo-Zélandais et les habitants des îles du Pacifique, rappelant ainsi l'importance de l'amitié et du respect. Eh ben, c'est presque de la poésie. Me cacherais-tu tes talents? Non mais j'ai voulu faire le mec choc, du coup j'ai regardé sur internet et puis voilà. Et maintenant, on retourne chez nous, et plus précisément à l'entrée de la ville. Vous l'avez certainement vu, ce grand bâtiment qui a poussé en quelques mois, de mars 2022 à décembre 2023, c'est le nouveau site du pôle technique de la province sud qui a vu le jour. Regroupant 7 services de la DAEM, ce complexe de 4 bâtiments a été conçu d'une manière innovante et remarquable. On écoute les propos de Jean-Pierre Brément, le directeur du service de la direction de l'aménagement, de l'équipement et des moyens.
C'est l'un des projets phares de la collectivité. Après 2 ans de travaux, le pôle technique de la province Sud a été inauguré jeudi 25 avril en présence de l'exécutif de la province Sud et des 140 agents de la direction de l'aménagement, de l'équipement et des moyens. Située à la vallée du Tir, cette construction de 4000 m² regroupe désormais l'ensemble des services techniques de la province Sud. Ce pôle technique est le point final d'une réorganisation initiée en 2020 avec la fusion de 2 directions et la réunification des sites de Ducos et de la vallée du Tir dans ce nouveau bâtiment. En fait, en regroupant 6 services sur le même site, on est beaucoup plus lisible pour l'administrer, puisqu'avant on était sur plein de sites différents. On était à Ducos, on était au Cap, un petit peu partout dans la ville de Nouméa. Donc là, du coup, en regroupant l'ensemble des services, ça me permet d'avoir une meilleure lisibilité pour l'administrer, pour venir nous voir. Il y a un grand parking aussi pour les accueillir, pour l'administrer. Et puis on est à l'entrée de la ville, à la vallée du Tir, donc tout ce site est facilement reconnaissable et identifiable. Et donc c'est vraiment bien pour les administrés de nous retrouver facilement. Avec 1,3 milliard de francs d'investissement, cette rénovation se veut être exemplaire en termes de construction bioclimatique et de sobriété énergétique. La nouvelle architecture a pris soin de créer des bureaux et des espaces conviviaux, protégés du bruit de la route, tout en favorisant la ventilation naturelle et le confort thermique. Ce pôle technique il regroupe tous les services qui finalement font l'investissement en province sud, donc c'est 140 agents, mais surtout en fait ce bâtiment de 4000 m², c'est 4 bâtiments en tout, il permet d'avoir de la technologie au service du bien-être des agents. Un gros travail bioclimatique pour essayer, d'abord il y a beaucoup de panneaux solaires évidemment, mais également tout un travail sur le fait d'utiliser le moins possible la clim, et puis un gros travail sur l'acoustique puisque ce bâtiment est à côté de la Save Express, donc on aurait pu avoir des nuisances sonores importantes pour les agents, et il y a eu un gros travail qui a été fait, et ce bâtiment du coup s'inscrit comme un exemple également puisque les agents qui travaillent ici travaillent avec les entreprises du BTP et que ces entreprises peuvent voir ici que nous aussi on avance dans le sens de la construction de l'avenir. Ce bâtiment est un véritable modèle pour tous les projets de construction en province sud et démontre ce que l'on peut faire avec les nouvelles technologies en matière de construction durable et responsable. Un applaudissement bien mérité pour cette initiative. Toujours dans la même thématique, que pensez-vous de la province sud? On écoute vos retours avec les équipes de Dans ma rue. Province Sud, c'est ma province déjà, c'est là où je réside. Nouméa. Quand vous dites province Sud, moi c'est plutôt Nouméa, le Grand Sud, Verriaté. Sonia Barquette. Nouméa c'est bien. Nouméa, la province. Nouvelle-Calédonie. Culture. Un lieu en province Sud, le parc de la Rivière Bleue. Le Sud. Super. Le partage. Sonia Barquette. Nouméa. C'est positif. C'est une belle ville. La province Sud, c'est elle qui fournit les autres provinces, donc ça va. Positif. Non, c'est vraiment positif. Ouais. 100% positif. Oh, positif, toujours positiver. Hein. C'est la chaleur, c'est les tropiques. Positif quand tu sors de Nouméa. Si on est là, c'est positif. D'accord, ok. Pareil, positif. Oh, c'est positif, vu que je vis ici, forcément. Positif. On rentre dans le vif du sujet avec une sacrée polémique en Nouvelle-Calédonie. Et alors que la pression mondiale sur les océans semble pousser davantage les requins à vivre dans le lagon calédonien, il est devenu essentiel de respecter les règles de prévention en évitant tout comportement humain à risque. Pour comprendre la situation, une étude scientifique a été commandée par certaines collectivités. Au micro, Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud, nous fait part du positionnement de la Maison Bleue. Dans le cadre de son plan de réduction du risque requin, signé entre l'État, la commune de Nouméa et le port autonome, la province Sud s'associe pour réaliser une étude scientifique sur l'écologie des requins tigres et des requins bulldogs. Le principal objectif est l'évaluation des interactions entre les déplacements des grands prédateurs et les zones de baignade ou d'activité nautique.
L'objectif de la province, suite à la crise requin, il était d'intervenir à 4 niveaux. L'urgence, c'est-à-dire soutenir les prélèvements de requins et soutenir économiquement les entreprises impactées par l'activité nautique, faire de la prévention, mais c'est également de mettre en place des nouveaux outils de surveillance et pour ça il faut s'appuyer sur des données scientifiques. C'est ce qui nous manquait en Nouvelle-Calédonie et donc cette étude permettra de comprendre le comportement des requins, comprendre s'il y a trop de requins ou s'ils sont trop à certains endroits, comprendre leur déplacement et en fonction de ces données qui seront faites sur 4 années sur l'ensemble du territoire de la province sud, on pourra affiner au fur et à mesure nos politiques dans un seul objectif, c'est de protéger la population, protéger nos entreprises et protéger l'activité touristique. Les données recueillies permettront aux collectivités d'élaborer des plans d'action afin de maximiser la sécurité des usagers nautiques tout en modérant les impacts environnementaux. Et vous, est-ce que vous faites le pont ? C'est la question phare du mois de mai avec ses nombreux jours fériés. En tout cas, Alizé et moi, nous sommes toujours là pour vous servir. Pas de congé pour nous, mais bon pour les autres, on vous dévoile les prévisions du week-end. Salut tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Votre fidélité nous fait chaud au cœur. Bon, par contre, je vais être honnête avec vous, on n'a pas encore les bulletins météo officiels, mais franchement, qui les lit de toute façon? On va donc improviser un petit peu, puis c'est pas comme si la météo pouvait changer du tout au tout, n'est-ce pas? Bon alors, si on en suit notre flair, samedi devrait commencer sous un beau soleil et puis l'après-midi devrait suivre le même chemin. Mais quand la soirée pointera son nez, il y a moyen qu'on pourrait bien avoir droit à une petite pluie. Côté température, on devrait naviguer autour de 24 degrés, ce qui est parfait pour un petit barbecue finalement. Par contre, côté vent, ça risque de se corser un petit peu. Attendez-vous à des brises autour de 25 km/h avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h le soir. Je vous jure que j'invente pas pour le coup. Bon, notre soleil se lèvera à 6h06 et se couchera à 17h40. Les marées seront hautes à 4h43 et 17h06 et basses à 11h13 et minuit 04. Dimanche, c'est une journée placée sous le signe de la pluie. Oui, vous avez bien entendu, c'est le moment de ranger vos claquettes et sortir les redbacks. Les températures seront autour de 23 degrés, on va pas se plaindre, hein, ça reste quand même assez correct. Parlant de vent, celui-ci viendra du sud-sud-est avec des rafales entre 15 et 20 km/h, rien de trop violent quoi. Bon voilà, vous savez tout pour dimanche, gardez le sourire même sous la pluie, je suis sûre que vos sourires pourraient bien faire apparaître un arc-en-ciel. Le soleil se lèvera toujours à 6h06 et se couchera toujours à 17h40. Les marées seront hautes à 5h33 et 18h06 et basses à midi 02. Samedi, nous célébrerons les Sylvains, dimanche ce sera le tour des Judith, mais pas que, c'est aussi la journée internationale des pompiers, alors prenons un moment pour saluer tout le travail incroyable qu'ils accomplissent, merci à eux pour leur courage et leur dévouement. Bon bah c'est tout pour le moment, alors restez avec nous pour les mises à jour, même si c'est pas vraiment nous qui allons vous en donner, on peut vous apporter bien d'autres choses. Allez, à la semaine prochaine. Il ne reste plus qu'un seul individu mature à l'état naturel. C'est peut-être le palmier le plus rare du monde. Aujourd'hui, une seule espèce est encore capable de produire ses graines et dont la localisation, dans le Grand Sud, est tenue secrète. Un reportage hors du commun à découvrir. On a pour vous un peu l'historique, hein. C'est une espèce qui a été découverte fin 1800. Déclarée éteinte dans les années 1910, redécouverte en 1980, avec un seul semencier qui avait été retrouvé. Donc un seul individu à l'échelle du monde qui donne des graines en milieu naturel. Chacun plante les siens. Le Saribus janenei, ou palmier chou, est une plante rare, extrêmement rare. Classée espèce en danger critique d'extinction par l'IUCN, cette plante est protégée par le Code de l'environnement de la province Sud et fait l'objet d'une attention particulière des agents du parc provincial de la Rivière Bleue, de l'IAC et de Prony Ressources. Depuis plusieurs années, ils tentent de sauvegarder cette espèce, dont il ne reste
que quelques spécimens. Il est devenu tellement rare que le parti production a été lancé pour augmenter le nombre d'individus, pour assurer la pérennité de l'espèce. L'objectif pour l'instant est de renforcer la population pour avoir à terme des individus qui vont produire dans des centaines d'années. Lui, il a été donné par la propriété Charrier. Il date des années 90, planté en 2006. Donc il date des années 90 celui-là. Dans les années 80, le palmier chou est consommé pour ses jeunes feuilles qui étaient utilisées comme du chou, d'où son nom. Bon voilà, on va les mettre par là. Dans les années 90, il ne reste qu'une vingtaine d'individus, puis seulement une quinzaine dans les années 2000. Les jeunes plants et les graines du dernier adulte sont pillés. Un plan de sauvegarde et de conservation est mis en place. L'objectif est de relancer l'espèce et de maîtriser sa production. C'est bon comme ça. On met en terre les plants produits par notre partenariat. On a réalisé la trouaison. Après, on lui met engrais hydro-rétenteur pour les périodes de sécheresse et l'engrais pour lui donner à manger et bien le faire partir. Et entre-temps, on met dessus notre petite poudre de perlimpinpin qui est des mycorhizes, des champignons, qui va s'associer aux racines du palmier et qui va l'aider à mieux absorber les éléments nutritifs du sol. Ensuite, on a notre petite recette à nous du parc où on plante un piquet avec des cheveux aux alentours pour laisser l'odeur de l'homme et éviter aux cochons sauvages de venir et retourner la terre et fouiller la terre à proximité. Souvent, on a 2 fructifications sur 3 ans, voire 4 ans. De là, une fois qu'il y a la fructification, il est identifié, tout un protocole s'enclenche entre les différents partenaires, Prenez Ressources et l'IAC et nous-mêmes. Et du coup, au bout de 2 ans de travail sur la graine, on réalise la plantation 2 ans après avoir récolté. Donc il y a 2 ans de travail par les petites mains, travail de l'ombre qu'on ne voit pas forcément, pour obtenir les plants et qu'on puisse les planter. Au total, depuis la mise en place du programme de conservation, 259 graines sont récoltées. Et à force d'expérimenter, la germination des graines commence à payer. Les 5 palmiers plantés aujourd'hui viennent s'ajouter à la collection du parc, portant à 75 le nombre de palmiers accessibles aux visiteurs. L'écosystème du parc, similaire à son milieu naturel d'origine et la surveillance des équipes au quotidien, favorisent la conservation du Ceribus janenei. Je suis, si vous voulez, spécialiste sur l'écologie des semences, l'écologie des graines. Et du coup, nous, notre partie dans ce partenariat, c'est de faire germer les graines, les faire développer les plantes, pour les permettre après de les planter in situ, du coup, pour permettre la conservation de cette espèce. Et donc, nous, on a un petit maillon de la chaîne de conservation, si vous voulez. Tous les individus aujourd'hui qui sont issus de ce programme de conservation sont réintroduits au sein du parc dans des endroits qu'on ne divulguera pas forcément auprès du public puisque cette espèce est quand même en grand danger d'extinction aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, comme on a planté 2 individus de palmiers, donc vraiment à l'accueil, là où les gens arrivent dans le parc, entrent dans le parc, on leur permet en fait de voir ce palmier micro-endémique. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre un panneau d'information permettant de donner quelques caractéristiques aux visiteurs sur cette espèce. Pourquoi aujourd'hui elle est rare et menacée, pourquoi elle fait l'objet d'un plan de conservation et ce que les agents du parc, la province, fait pour sa conservation. Le parc accueille 50 000 visiteurs par an. Un espace exceptionnel qui permet de sensibiliser le public à la biodiversité et de conserver des espèces rares et menacées. On oublie trop souvent que notre caillou est rempli d'espèces endémiques et convoitées dans le monde entier. Nos terres agricoles ne représentent que 2% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. L'archipel n'étant pas autosuffisant, nous importons nos denrées alimentaires. Pourtant, certaines communes et leurs habitants se démènent pour faire de leur propriété une véritable richesse locale.
n'est pas donné à tout le monde, mais si un jour vous souhaitez devenir agriculteur, sachez que la province Sud propose un bel accompagnement. Ce qu'il ne faut pas manquer pour les jours à venir. Le vélo fait son cinéma. Tout au long du mois de mai, des projections gratuites de films autour du thème du vélo sont proposées par l'association Droit au vélo NC et les réalisateurs. Parcours en vélo pour rejoindre le lieu de projection, séances de vélo durant le film, débats en fin de séance, tout cela avec une entrée libre et gratuite. Ce week-end, c'est la fête du cerf et de la crevette à l'hippodrome de Boulou-Paris. L'occasion de manger local, d'acheter local, de danser local, bref, rendez-vous là-bas. Pop! Le fitness géant, c'est samedi matin aussi, mais à Koekara. Votre rendez-vous santé mensuel, alors mettez vos baskets, prenez une serviette et let's go! Samedi aussi, mais avec l'association Calédocline pour une nouvelle action de plantation au centre culturel Chibaou. Au programme, plantation de 1000 arbres de forêt littorale et de forêt sèche pour venir compléter les parcelles reboisées sur le chemin Kanak. Et enfin, un questionnaire anonyme vous est proposé concernant la place de l'alcool dans la société calédonienne sur le site www.province-sud.nc/convention-citoyenne-alcool. Les conventions citoyennes permettent aux citoyens de participer activement au processus de prise de décision et de contribuer à des politiques qui les affectent directement. Alors n'hésitez pas, la date limite c'est le 12 mai 2024. Pour rappel, vous trouverez sur la chaîne YouTube de la province Sud l'ensemble des reportages diffusés sur l'Hebdo du Sud Mag, mais pas que. Cette chaîne regorge d'interviews, d'émissions et de retours sur l'actualité variée. En attendant, bon week-end, belle semaine et à très vite.